Je suis ingénieur et je vais vous faire part de plein d'expériences différentes. Quand j'avais votre âge, je ne savais absolument pas que j'allais être ingénieur. D'accord ? Donc tout à l'heure, dans la partie questions, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. D'accord ? Il n'y a pas de questions taboues. Si vous voulez parler de questions de salaire, questions d'emploi du temps, questions de hiérarchie, questions de carrière, ce que vous voulez. Alors, ingénieur, je vais me présenter. Franck Debouc, 1m92, bipède. Ça, c'est la mesure. Origine, ingénieur, j'ai fait, donc, je vais raconter tout doucement mon parcours. Lycée, un lycée donc général, j'ai fait un bac scientifique. Et puis, en terminale, je ne sais toujours pas ce que j'allais faire. Donc c'est intéressant. Et quand on est bon en maths, eh ben, on se retrouve un peu par hasard en classe préparatoire. Donc quand on se retrouve en classe préparatoire, on prépare des maths, on fait beaucoup de maths, beaucoup de physique. C'est passionnant. Donc certains d'entre vous feront peut-être une classe préparatoire. C'est 2 à 3 années absolument passionnantes. On apprend plein de choses. Et puis à un moment donné, on passe des concours. On passe des concours et je me suis retrouvé ingénieur d'école centrale de Lyon. Donc j'ai intégré en 2 ans. Donc on n'est pas obligé de faire 3 ans. Et je suis donc parti du Nord, je suis originaire du Nord de la France, et je me suis retrouvé à Lyon. Et ça, c'est aussi une chose extrêmement intéressante des écoles d'ingénieurs, c'est qu'on se retrouve de tous les coins de la France. Dans mes camarades, il y a des gens qui venaient de Bretagne, des gens qui venaient de Paris, des gens qui venaient de Versailles, des gens qui venaient de la Creuse, des gens qui venaient de Nice, de Toulon. Et ce mélange, au moment des écoles d'ingénieurs, est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Et je vous souhaite un jour de vous retrouver demain dans une école qui rassemble des jeunes comme vous de toute la France entière. Et là, on fait ingénieur. Ingénieur, mais ça sert à quoi, ingénieur? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je ne savais absolument pas ce que c'était, ingénieur. Ingénieur, c'est beaucoup de choses. Et c'est ça que je vais essayer de vous faire part cet après-midi, qu'ingénieur, on peut faire plein de métiers différents. Alors, mon propre parcours, et après je vous parlerai des parcours des jeunes que j'ai sélectionnés pour vous. Le parcours, il n'y a pas 2 ingénieurs qui ont le même parcours. Peut-être certains d'entre vous ont des parents ingénieurs. Eh bien, je suis sûr que si vous rapprochez vos parents, ils ne font pas le même métier. Le métier d'ingénieur est un métier multiple. Alors, mon parcours à moi, ingénieur, au bout de 3 ans, je me suis retrouvé ingénieur, après avoir été secrétaire général à l'époque du bureau des élèves. Donc, on fait plein de choses passionnantes en tant que... On fait du sport, on fait des tas de trucs, et on apprend des tas de choses. Et je reviendrai un peu sur tout ce qu'on apprend. Et en sortie d'école, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Donc c'est intéressant. Alors certains d'entre vous savent déjà ce qu'ils veulent faire, certains d'entre vous ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, et à un moment donné, il y aura un déclic. Ce déclic, il peut venir plus tard. Toujours en sortie d'école d'ingénieur, je ne savais pas quoi faire. Et je suis parti travailler dans la banque. Et je suis parti travailler dans la banque en Afrique. Donc très surprenant, mon premier boulot, c'était consultant à la Caisse des dépôts. J'ai d'abord été chercheur au CEA, parce qu'il y avait un service militaire obligatoire. Donc j'ai fait chercheur au commissariat à l'énergie atomique, et j'ai travaillé sur les sous-marins nucléaires, un lance-engin. Parti en Afrique pour... plusieurs années, informatiser une banque de développement. Qu'est-ce qu'une banque? Donc là, je n'avais jamais travaillé sur une banque, j'ai découvert les métiers de la banque. Les métiers de la banque, c'est un métier passionnant. Certains d'entre vous connaissent peut-être les métiers de la banque. C'est un métier important, il y a toujours besoin d'argent. Donc on a toujours un banquier. Dans n'importe quelle activité, vous avez un problème de banque. J'ai passé mon brevet de pilote privé. Ça, c'est intéressant. Je commence à travailler, je passe mon brevet de pilote privé, puis pilote professionnel, puis pilote de ligne. 4 ans plus tard, j'avais passé 4 ans à Abidjan, j'ai traversé le Sahara en 4L. J'avais acheté une petite 4L, j'ai fait Abidjan-Lille. Donc toute la traversée du Sahara. Extraordinaire. Passé mon brevet de pilote privé. Fait des tas de choses extraordinaires et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me plaît? Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ce qui me plaît, c'est l'aviation. Et je suis rentré donc, chez Air France en 84, donc après avoir fait 4 ans extérieur, j'avais 28 ans, et à 28 ans seulement, je savais ce que je voulais faire. Et depuis l'âge de 28 ans, je suis rentré à Air France en 84, et j'ai fait des métiers absolument passionnants. Ça, je peux vous dire que le parcours que j'ai fait, le parcours de quasiment n'importe quel ingénieur, et on verra tous les jeunes qui font des parcours d'ingénieurs, il n'y a pas 2 parcours identiques, mais il n'y a quasiment que des parcours passionnants. Alors qu'est-ce que j'ai fait à Air France? On va prendre 5 métiers différents. Le premier, j'ai travaillé à l'escale. Certains d'entre vous ont pris l'avion. L'escale, un grand métier dans lequel il y a énormément d'acteurs qui concourent à la sécurité du vol et au départ du vol à l'heure. Tous les gens qui tournent autour de l'avion, si vous regardez un aéroport, vous voyez qu'il y a toutes les petites voitures qui se mettent autour, le commissariat, on met une passerelle, il y a des techniciens, il y a des mécaniciens, il faut organiser. Et si vous voulez que l'avion parte à l'heure, c'est un énorme travail de logistique. Premier métier, logistique. Puis après, je suis parti, je me suis occupé des opérations aériennes. Opération aérienne, le calcul du carburant. Certains d'entre vous seront pilotes. Le carburant, c'est important. Les redevances de route, les cartes aériennes, toute la documentation technique. C'est encore mieux qu'un jeu vidéo, parce que là, c'est du vrai.
D'accord? Ce n'est pas du flight simulator. Vous travaillez dans l'avion. D'accord? Et dans l'avion, vous allez vous passionner, c'est très proche de ce que vous aimez. On a des tas de données. On survole la planète. Donc ce métier d'opération aérienne est un métier absolument passionnant. Et puis le hasard, parce que la carrière sera faite de hasard. Tous ici dans la salle, il n'y en a aucun d'entre vous qui auront la même carrière. Il n'y en a pas deux qui font le même parcours. D'accord? Vous aurez tous des parcours différents. Et le hasard fera que les hasards de la vie, les opportunités que vous allez avoir sont absolument étonnantes et vous ne savez jamais quand l'opportunité va sortir. Et l'opportunité que j'ai eue à ce moment-là, c'était Concorde. Concorde, j'étais le patron du Concorde, patron du Supersonic, le plus bel avion du monde, l'avion qui fait Mach 2. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avion qui fait Mach 2. J'ai passé 5 ans extraordinaires à m'occuper du plus bel avion français et anglais. Il ne faut pas oublier que l'avion est français et anglais. Et j'ai fait le tour du monde. On a organisé 6 tours du monde, le tour du monde de vitesse. J'ai fait le suivi de l'éclipse. On a posé le Concorde au nord du cercle polaire, à Ushuaia, en Amérique latine. Partout, un gros projet d'exploitation du supersonique. Une phase intéressante. Et 1999, une autre envie, une autre opportunité, je suis parti dans le conseil. J'ai retrouvé mon premier métier et je fais du conseil en transport aérien. Et depuis 1999, donc maintenant ça fait 10 ans, je fais du conseil au sein de Air France Consulting. J'ai créé une filiale au sein d'Air France, de l'entrepreneuriat, et j'anime aujourd'hui du conseil auprès des compagnies aériennes. J'ai créé une compagnie au Tchad, Toumaï, donc une compagnie au Cameroun, qu'on est en train de créer une nouvelle compagnie. Je travaille pour la compagnie Corse Méditerranée. Je travaille pour énormément de petits projets liés à l'activité aérienne. Et depuis 5 ans, curieusement, je travaille à l'hôpital. L'hôpital, je fais du transfert de l'aérien vers l'hôpital. Surprenant, une vraie démarche d'ingénieur. Hier, donc ma semaine, je vais vous donner ma semaine. Hier, j'étais à Montluçon. Montluçon pour travailler avec la chirurgie, pour mettre en place la checklist au bloc opératoire. C'est la même logique qu'on utilise au cockpit, qu'on utilisera demain dans tous les blocs opératoires. C'est une technique qui vient de l'aérien, qu'on est en train d'appliquer donc dans le monde chirurgical. Aujourd'hui, je suis avec vous. Demain matin, je serai à Lyon, au laboratoire de physique et de mécanique des fluides, où on va travailler donc, sur une modification d'avion en Turquie. Je fais une modification d'avion en Turquie des CASA 235. On a des problèmes de profil d'aile, et je vais travailler demain avec des ingénieurs dans un bureau d'études. Demain soir, je serai de retour. Mercredi, demain soir, j'ai une soirée privée. Donc on peut aussi avoir une vie privée. Et demain soir, j'ai une vie artiste. Donc je vous raconterai peut-être tout à l'heure. Jeudi, c'est ma semaine. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais jeudi. Un tout petit trou. C'est intéressant de regarder une semaine d'ingénieur. Je vais t'expliquer mon jeudi, qui est un tout petit trou. Ah ben jeudi, je serai à Lille avec un autre problème passionnant. C'est l'imagerie médicale. Donc le jeudi, je serai à Lille, au centre Oscar Lambret, sur l'imagerie qui permet de travailler à partir de toutes les radios que vous avez pu faire. Et vendredi, je serai à Lyon. Et également, je retourne sur Lyon, donc on bouge beaucoup, où je vais travailler sur la synergie d'équipe, comment travailler ensemble. Et le comment travailler ensemble a été une des grands succès de l'histoire de l'aviation, lié à la sécurité, j'ai bien la sécurité, dans lequel le commandant de bord, le pilote et le mécanicien navigant, tous trois réunis, concourent à la sécurité du vol. Et c'est la même chose demain qu'il faut que ça fonctionne dans les blocs opératoires. On va me demander de faire le transfert de la logique de synergie d'équipe du cockpit au bloc opératoire, et c'est ce que je verrai ça vendredi matin. Alors pour vous exposer ma présentation, plusieurs slides. D'abord, ça c'est ma passion. C'est ma passion, l'aviation, et je vous souhaite demain d'être passionné. Chacun d'entre vous a peut-être des bouts de passion aujourd'hui. Travailler dans votre domaine, si possible, passion, c'est beaucoup plus facile. Donc, on peut très bien parler de passion aujourd'hui. Mais je vous propose demain, quand vous aurez choisi votre métier, si possible, essayez de faire quelque chose que vous aimez. D'accord? Et ça, c'est important. On peut aimer la coiffure, on peut aimer la mécanique auto, on peut se passionner pour l'aviation. Et ça, c'est mon plus beau vol que j'ai fait. J'ai pu voler avec les oies, donc avec le responsable qui a fait le film « Le peuple migrateur ». Et je vous dis croire que ça, c'est mon genou qu'on voit en bas. Mais quand on vole avec des oies tout le tour, extraordinaire. Mon plus beau souvenir d'aviateur. Je vole toujours. Deuxième image, Blanche de Castille.
Ce matin, je dis, je vais intervenir au lycée Blanche de Castille. Qui c'est Blanche de Castille? Internet, Google, Blanche de Castille, sortie d'image, Reine de France, tout est dans Google, Wikipédia. Derrière tout ça, il y a des ingénieurs. Google, ça ne fonctionne pas par hasard. Facebook, ça ne fonctionne pas par hasard. Derrière, il y a des jeunes et des moins jeunes qui vont travailler sur la programmation. Demain, vous pourrez très bien, et certainement, c'est même très certain, plusieurs d'entre vous travailleront pour ces types d'entreprises. Hein, demain, je parle de Facebook, demain, il y a des Facebook qu'on ne connaît pas. Certains d'entre vous travailleront sur des produits nouveaux, extraordinaires, copier-coller, on ressort l'image, hein, 2 coups de clic, et aujourd'hui, vous travaillez avec vous avez une chance inouïe. Alors, de travailler avec des outils nouveaux. Je vous propose, dans cette présentation, de vous parler de plusieurs profils d'ingénieurs. J'ai sorti 5 profils d'ingénieurs complètement différents. Je voudrais vous parler de Rémi. Rémi est ingénieur logisticien. Qu'est-ce que c'est qu'ingénieur logisticien? D'abord, il a fait une formation par l'université. On n'est pas obligé de faire les grandes écoles, on n'est pas obligé de faire une classe préparatoire. Rémi a choisi de faire sa formation au sein de l'Université technologique de Compiègne. Certains d'entre vous choisiront la voie universitaire. Il travaille pour la grande distribution et occupe le poste de logisticien. C'est un fanat de badminton et fan de 4L. Alors, quel est le problème du logisticien? Que doit faire Rémi? Vous imaginez que vous allez demain au supermarché, à Carrefour, ou je ne connais pas les supermarchés qui sont près de chez vous, mais entre le produit qui arrive chez vous et la fabrication du produit, il y a tout un chemin entre, je veux dire, l'agriculteur, si on prend les frites, si vous voulez manger demain des frites, il faut bien les produire, il faut les amener, et il va falloir faire tout le cheminement qui fait que tout à l'heure, il y a des pommes de terre dans votre quartier, dans la bonne boutique. Et ça, c'est un énorme boulot d'ingénieur. D'accord ? L'organisation de la distribution est un métier absolument passionnant, beaucoup de mathématiques, d'accord ? Beaucoup de logique, beaucoup d'outils et d'informatisation. Quelles sont la journée type de Rémi? Imaginez un ingénieur quand vous vous retrouvez dans cette logique-là. On ne peut pas imaginer, pour commander un sac de pommes de terre, d'avoir un circuit sac de pommes de terre. Il y aura des tas de nœuds. Hein, les nœuds, en disant il y aura des dépôts, des stocks. L'enjeu de la distribution est un enjeu majeur. Donc aujourd'hui, plusieurs d'entre vous ont très certainement des parents qui travaillent dans la distribution. La distribution tient aujourd'hui 80% du business. La distribution, le fait d'être capable de distribuer le bon produit au bon moment, au bon endroit, ça fait partie d'un métier d'ingénieur. Ça, c'est le métier de Rémi. Et on va y venir tout de suite après. Alors, quand on est logisticien, on va travailler avec des camions, on va travailler avec des avions, du fret, avec le train, avec des bateaux. Et aujourd'hui, la distribution est mondiale. Aujourd'hui, le succès d'une distribution, on va aussi bien chercher des produits en Bretagne qu'à Pékin. Et le travail d'un logisticien, c'est un travail extrêmement passionnant de connaître où trouver le produit et comment l'acheminer le plus rapidement et le moins cher possible. Deuxième métier, je vous parlais de Fabienne. Fabienne est ingénieure en génie civil. On quitte la logistique. C'est un métier d'ingénieur dans lequel aujourd'hui 25% des ingénieurs sont des femmes. D'accord ? On aimerait que ce soit encore plus supérieur. D'accord ? Je pense qu'on pourrait trouver demain 30 à 40% d'ingénieurs femmes. Elle a fait l'école spéciale des travaux publics. Elle a donc choisi un métier lié aux travaux publics, aux routes. Et elle travaille pour la communauté urbaine de Marseille-Provence et elle est maman d'un enfant. Fabienne a comme secteur tout un secteur routier. Le secteur routier, ce que vous utilisez tous les jours, ben derrière, il y a des gens qui ont pensé. Il y a des gens qui ont imaginé les ronds-points. Il y a des gens qui ont imaginé les bretelles d'autoroute. Il y a des gens qui ont imaginé l'autoroute. Il y a des gens qui ont imaginé les ponts. Il y a des gens qui ont imaginé les buildings. Et tout le travail, le choix qu'a fait Fabienne est d'un travail uniquement sur les routes. Le travail de Fabienne, au quotidien,
c'est de travailler, alors c'est un métier qui est surprenant, qui n'est pas très féminin, mais pourtant elle travaille avec des conducteurs de travaux, hein, que ce soit aussi bien avec les engins hein, qui vont donc nettoyer les abords des routes, hein, que les paveurs hein, qui refont la restauration hein, de routes anciennes. Une fois qu'on a vu Fabienne, alors 2 métiers différents, on a vu, premier métier, le métier de logisticien. Deuxième métier, travaux publics. Troisième métier, une autre formation d'ingénieur, il est chercheur. Et c'est le métier de Mathieu. Mathieu a fait un doctorat. Alors, dans vos études, vous avez peut-être déjà entendu parler de Bac plus 2, Bac plus 3 plutôt, Bac plus 5 et Bac plus 8, LMD. Ingénieur, c'est Bac plus 5. Mathieu a souhaité faire Bac plus 8. Il a fait un doctorat. Donc ça, c'est un métier que vous aurez la possibilité de choisir, après votre métier d'ingénieur, de faire 3 ans supplémentaires pour accéder au, au titre de docteur. Et Mathieu est passionné d'informatique et surtout de la mise en œuvre d'un système de vision attentionnelle fondé sur l'identification des points d'intérêt. Alors ça, c'est un titre tout à fait de thèse. Ça veut dire qu'il s'intéresse à la vision, que quand vous regardez une affiche, vous regardez un certain nombre de choses. On peut enregistrer ce que vous regardez. Et Mathieu s'intéresse à l'enregistrement du regard que vous portez sur une affiche pour voir quels sont les points d'intérêt que vous portez par rapport à un affichage. Ça, c'était le sujet de thèse de Mathieu. Et Mathieu est passionné de cuisine chinoise et d'histoire. Le métier de Mathieu, beaucoup d'outils. Alors, quand vous êtes chercheur, on passe beaucoup de temps dans les bureaux, beaucoup de temps avec des outils, beaucoup de temps avec une réflexion, beaucoup de temps internationalement. Et le travail de Mathieu, c'est de travailler sur l'ensemble des, des outils mathématiques de façon à faire de la recherche. Alors, je vais vous expliquer, ça c'est intéressant. Ingénieur et chercheur. Ingénieur, vous allez être appelé pour trouver des solutions. Un ingénieur, il y a un problème, et derrière, il y a certainement une solution. Et on va demander à l'ingénieur de trouver la solution. Et c'est ça le métier d'ingénieur. Un chercheur, c'est complètement différent. Un chercheur, il va se dire, voilà tout ce qu'on connaît sur l'eau. Voilà tout ce qu'on connaît sur la vision. Mais il va surtout s'intéresser à tout ce qu'on ne connaît pas. Et curieusement, ce qu'on ne connaît pas, c'est un domaine extrêmement vaste. Et la logique du chercheur, c'est d'essayer d'imaginer ce qu'on ne connaît pas pour éclairer un point et découvrir de nouvelles choses. Et le métier de chercheur est un métier qui est très différent du métier d'ingénieur. Parce qu'ingénieur, c'est il y a une question, donc il y a une solution, donc je vais trouver une solution. Le chercheur, c'est voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, et moi, dans ce qu'on ne sait pas, je vais essayer de comprendre un petit bout. Et ça va être toute la carrière de Mathieu. Et Mathieu, si on fait de la recherche, il y a un côté extrêmement passionnant, si vous faites demain de la recherche, c'est que vous allez connaître tous les gens du monde entier qui font la même recherche sur le même sujet. Les gens qui travaillent sur le sujet de Mathieu, il y en a peut-être 15 dans le monde. Quel que soit le sujet que vous feriez en recherche, vous auriez 15 personnes qui font comme vous dans le monde. Et ces 15 personnes qui font la même recherche que vous dans le monde, vous allez les connaître. Vous allez vous rencontrer. Vous allez faire des colloques, vous allez échanger vos calculs, vous allez échanger vos discussions, et ça, c'est un métier tout à fait curieux, mais important pour la recherche, c'est comprendre. Alors, je vais maintenant de Vanessa. Vanessa, c'est complètement autre chose. D'abord, Vanessa, elle aime le théâtre, elle aime la course à pied, mais elle est passée par la faculté, elle a fait une maîtrise, et quand elle a terminé sa maîtrise, elle dit « j'aimerais bien faire ingénieur ». Et ça, c'est possible. Elle a fait une école, une maîtrise en mathématiques, et quand elle a terminé sa maîtrise de mathématiques, elle a souhaité rejoindre l'école centrale, et elle fait l'école centrale de Nantes, et ce qui lui a permis de travailler aujourd'hui pour une de ses grandes passions, c'est qu'elle travaille pour un cabinet d'architectes naval à Lorient. Donc, Vanessa est partie d'un métier d'abord faculté, puis elle a rejoint l'école d'ingénieur, et aujourd'hui, elle travaille dans la construction de bateaux. La construction de bateaux, alors, les grands chantiers de l'Atlantique, c'est du bateau. Elle travaille là-dessus. Son rêve pour demain, c'est de quitter les grands chantiers pour aller travailler sur les voiliers. Alors aujourd'hui, Vanessa n'est pas encore dans les voiliers. Elle est sur la grande construction de paquebots.
son rêve, c'est de travailler demain, être architecte naval et dessiner les nouveaux bateaux. Métier d'ingénieur avec des calculs. Et je vais vous parler maintenant du dernier. Je vais vous parler d'Adrien. Adrien, lui, il est passionné d'ordinateur, d'accord, de jeux vidéo et de maquettes. Et Adrien a souhaité rejoindre ingénieur tout simplement en faisant le circuit classique, prépa, école préparatoire, 2 années d'école préparatoire. Il a intégré l'école centrale et aujourd'hui il travaille pour la banque. Et curieusement, dans la banque, eh bien, il va retrouver sa passion des jeux vidéo. Hein, le travail que vous pouvez faire en salle des marchés, c'est l'analyse d'énormément de données, hein, d'énormément de chiffres, d'énormément d'écrans. Donc il retrouve toute sa passion d'analyse de façon à c'est une salle de marché, hein, donc vous pouvez voir, hein, qu'on peut apercevoir, il retrouve dans toute sa passion de recherche. Alors la banque, on retrouve le premier métier tout à l'heure. Je vous ai parlé de plusieurs métiers différents. Premier métier, parler de chercheur, enfin, dans les désordres, architecte naval, le métier d'analyste financier, le métier de logisticien. Par cette introduction, je vais vous faire partir que le métier d'ingénieur, c'est tout ça. Il n'y a pas un métier spécifique. Demain, si plusieurs d'entre vous souhaitent devenir ingénieur, qu'est-ce qu'on va faire? Quel va être votre choix? Ou être ingénieur généraliste. Généraliste, et là, vous vous laissez encore des portes. Ou vous choisissez travaux publics, ou vous choisissez chimie, ou vous choisissez électrique, ou informatique. On peut laisser une porte ouverte si vous choisissez ingénieur généraliste ou ingénieur spécialiste. Alors, ingénieur, 2004, l'évolution du flux de diplômes d'ingénieur, ça c'est une de mes grandes surprises, c'est qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'ingénieurs et on a encore besoin d'ingénieurs. On a encore besoin d'ingénieurs. L'aérospatiale, monsieur Louis Gallois faisait la remarque demain, en France, on manque d'ingénieurs. C'est intéressant. Donc, métier d'ingénieur, c'est accessible. Il manque des ingénieurs. Le nombre, ça c'est le nombre d'ingénieurs qui peut encore monter. Alors, tout ça pour présenter les différents métiers. Combien ça gagne? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi une journée type d'ingénieur? Alors, je vais reprendre un tout petit peu en arrière pour montrer les différentes faces d'un métier d'ingénieur. Je vais prendre le mien. Le tout premier, dans la banque. Vous allez travailler dans la banque. J'avais jamais travaillé dans la banque. Imaginez donc le défi, vous sortez de l'école et on va vous dire vous allez travailler dans la banque. Alors on va prendre des bouquins. On va prendre des bouquins et on va apprendre. Votre formation va durer toute votre vie. On ne termine jamais ses études. Hein, vous allez travailler un nouveau job, nouvelle activité, nouvelle information. La banque, qu'est-ce que j'y ai appris? J'ai appris d'abord, il fallait informatiser la banque. Faire un cahier des charges, acheter un ordinateur, recevoir l'ordinateur, programmer, supprimer les fiches papier. Ça a été mon premier grand défi. Quand je suis arrivé dans la banque, on gérait les comptes sur des fiches en carton. Demain, grâce à l'informatique, on a payé grâce à vos calculs. Et je vous prie de croire que le soir, où j'ai dit demain, on arrête les cartons et on va payer uniquement par l'informatique, vous dites, est-ce que je ne me suis pas trompé dans mes calculs? Hein, aujourd'hui, quand vous avez supprimé les fiches papier, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est-à-dire que toute la banque repose sur votre travail. Sur votre travail, quand vous allez rendre de l'argent à quelqu'un, que vous allez avoir le suivi de ses comptes, 75 000 clients, et qu'un beau soir, vous dites, demain, mon programme, il est juste, et là, on rigole plus. Hein, et vous êtes tout seul à prendre la décision, tout seul à dire, j'ai tout vérifié, tout est bon, demain, on arrête de tenir les comptes sur les fiches en carton. Demain, on va payer uniquement avec mon logiciel, avec ce que j'ai produit. Et ça, c'était une première victoire. Première victoire, ça, j'ai réussi. J'ai réussi, et pourquoi je dis ça? C'est qu'à l'époque, je n'étais pas très content de travailler dans la banque. J'aurais voulu être toujours dans l'aérien, et je me suis dit, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est d'envoyer des fusées dans l'espace.
Et pour envoyer des fusées dans l'espace, eh bien, il faut faire des calculs. Et si je ne savais pas faire l'informatique bancaire, j'aurais très certainement jamais pu faire de l'espace. Donc l'informatique bancaire, je dis, il faut y aller. Je dois comprendre, je me suis investi, j'ai lu, je suis rentré dans les logiciels, j'ai programmé. Première réussite, l'informatisation de la banque. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je devais faire ça 10 mois. Et puis, j'ai fait 4 ans. En 10 mois, on n'informatise pas une banque. D'accord? Donc vous avez besoin de 4 ans. Très bien. Au bout de 4 ans, j'ai rejoint Air France. Premier job, j'étais tout content, j'étais avec mon brevet de pilote privé, pilote de ligne également. Et Air France me dit, il faut être ingénieur ou pilote. J'ai choisi ingénieur. J'ai hésité. Aujourd'hui, je vole toujours à titre privé. Et le premier boulot qu'on m'a donné, c'était les investissements immobiliers en escale, la peinture, les bâtiments. Il y a Air France 198 escales. Et là, je n'étais pas très content. Je me suis dit, tiens, s'intéresser aux avions et de m'occuper du bâtiment. Un autre métier, un métier absolument passionnant également. Vous faites le tour de la planète. L'escale de Roissy, 5000 personnes. 5000 personnes à Roissy. Vous êtes chef d'escale à Roissy, vous avez 5000 personnes. Vous êtes chef d'escale à Dar es Salaam, vous êtes tout seul. D'accord? Un avion par semaine. Donc un avion par semaine, Dar es Salaam, et de l'autre côté, 5000 personnes. 2 escales identiques. Ce n'est pas du tout les mêmes moyens. Ce n'est pas du tout la même organisation. Et ça a été la première découverte, c'est que le métier d'escale, de 2 tailles très différentes. Une fois que j'ai fini cet immobilier, on m'a dit, va travailler aux opérations aériennes. Et là, j'ai retrouvé mon métier de pilote. Métier de pilote, calcul de route, calcul de carburant. Quand vous faites votre calcul de carburant, alors il y en a peut-être certains qui ont déjà fait un BIA au bureau, je ne sais pas si vous avez fait le brevet d'initiation aéronautique, mais vous allez faire le calcul du carburant pour faire Paris-Tokyo. Paris-Tokyo. Vous allez faire votre calcul. Vous allez dire au pilote, vous avez besoin de 82 tonnes de carburant. Vous vous engagez. J'ai fait les calculs. L'avion va partir tout à l'heure, avec ses 82 tonnes de carburant. Vous imaginez bien qu'une erreur de calcul, si vous retrouvez l'avion en panne d'essence au-dessus de l'Asie, la catastrophe. Vous engagez, votre calcul doit être juste. Aujourd'hui, c'est 82 tonnes. Donc on revérifie ces calculs. D'accord? Et ça, c'était un métier intéressant, c'est donc le calcul des opérations, la route aérienne. Est-ce qu'il a le droit de passer par là, l'avion? Est-ce qu'il a le droit de faire tel survol? Est-ce que j'ai l'autorisation de survol? Les taxes d'atterrissage. La taxe d'atterrissage, on n'en parle pas beaucoup, mais dans l'aérien, c'est comme sur l'autoroute, on paye des taxes. Bien sûr, l'avion ne s'arrête pas au péage, n'empêche qu'il y a des péages. On reçoit les factures. C'est presque aussi cher que le carburant. Donc, tous les calculs de route. Par où je vais passer pour que ça coûte le moins cher à la compagnie? Donc on retombe sur des logiques de calcul. Et puis après, on m'a dit, l'opportunité de Concorde. Va donc travailler sur Concorde. Alors vous récupérez un avion, un beau jour, on vous dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de t'occuper d'un vieil avion? Le Concorde, à l'époque, on était en 94, un avion qui était plutôt oublié. Et là, c'est un message important. J'ai dit, je vais en faire quelque chose. Et vous pourrez demain, dans vos activités, faire quelque chose de ce qu'on va vous donner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de Concorde? Concorde, première chose, Paris-New York. Paris-New York, Concorde va 2 fois plus vite que les autres avions, mais 3h30 pour aller à New York. Paris-New York, 3h30. Revu toute la politique de pricing. J'ai augmenté les tarifs de 50%. Donc déjà, première grande décision commerciale. Deuxième décision, il faut rentabiliser cet avion. Cet avion est un avion extraordinaire. J'ai souhaité faire les vols spéciaux. Et sur cet avion, j'ai fait des choses qu'on ne fait sur aucun autre avion. J'ai fait ce qu'on appelle des baptêmes de l'air, entre autres, des Paris-Paris. Un jour, vous dites, je vais vendre du Paris-Paris. Paris-Paris avec un avion. Paris-Paris. Oui, il y a des gens qui vont acheter du Paris-Paris. Donc vous partez de Paris, destination Paris. L'ordinateur bug. Non, on ne va pas de Paris à Paris. Non, on va de Paris à Paris. On part de Paris, on survole l'Atlantique, on passe Mach 2, 2000 km/h, et on revient sur Paris. Et on vend donc ce qu'on appelle les vols baptême de l'air.
Ensuite, il faut faire mieux que ça, des baptêmes d'air. On va faire du tour du monde. Tour du monde, toute la Terre. OK, 15 jours. 15 jours d'organisation. Vous partez avec 100 passagers pour 15 jours. 15 jours, il faut s'occuper de tout le survol, la mécanique. Concorde, c'est un avion compliqué. Quand vous avez posé Concorde à l'île de Pâques, est-ce qu'il va repartir de l'île de Pâques? C'est votre responsabilité. Est-ce que j'ai les pièces détachées qui vont bien à l'île de Pâques? Est-ce que j'ai bien le groupe AR qui va permettre de redémarrer à l'île de Pâques? Est-ce que j'ai bien le carburant qui va bien? Est-ce que la piste permet de poser le Concorde? Et ça, c'est des vraies questions. En plus, Concorde, l'île de Pâques, c'est intéressant pour montrer une difficulté. Vous dites, je vais poser l'avion à l'île de Pâques. Sauf que l'avion, une fois qu'il est parti vers l'île de Pâques, il ne peut pas revenir en arrière. Il y a un moment donné, il n'a pas l'essence pour revenir. Et il n'y a qu'une piste à l'île de Pâques. Il n'y a qu'une seule piste à l'île de Pâques. Donc Concorde va partir, il faut qu'il se pose. Comment je fais pour qu'un avion puisse partir sur un terrain où il n'y a qu'une seule piste, où le terrain peut demain être fermé? Discussion avec l'aéroport. Vous vous rendez à l'île de Pâques, on discute. Et dans les 2 heures qui ont précédé le vol, aucun mouvement n'était autorisé à l'île de Pâques. L'avion va arriver. Donc c'est intéressant. Donc, je veux poser l'avion à l'île de Pâques, comment je fais? Donc, question technique. Après, on a organisé le tour du monde de vitesse. Organiser le tour du monde de vitesse, c'était quoi cette idée? C'était une idée de dire, on doit être capable avec cet avion de faire parler la France, la Terre entière, hein, la France, un avion magnifique, et on va le faire parler sur toute la Terre entière. Alors là, ça demande presque 6 mois de boulot. Ça vous paraît curieux, mais 6 mois de boulot pour organiser le tour du monde de vitesse. Trouver les bonnes destinations, les bonnes routes, 33 heures. Entre le moment où l'avion est parti de New York et l'avion est revenu de New York, en ayant fait le tour de la Terre avec les 100 passagers, 33 heures. Et aujourd'hui, on a gagné le record du monde. Et je crois que peut-être un d'entre vous pourra peut-être le battre, sauf qu'il faudrait remettre un Concorde en circulation. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'avion supersonique, donc on ne pourra pas battre le record. Ensuite, le suivi de l'éclipse. Le suivi de l'éclipse, on va faire avec l'avion magnifique, un avion qui va vite. On doit être capable de rentrer dans l'ombre du Soleil et de suivre l'ombre du Soleil. Et là, ce sont des calculs. Des calculs qui sont extrêmement intéressants parce qu'au moment où vous allez décoller de Paris, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il faut partir à la minute près. Si vous avez une panne technique, l'avion ne pourra pas rattraper le Soleil. Parce que la Lune, elle n'attendra pas, hein, ça c'est clair. Donc, l'éclipse, elle est programmée à la seconde près. Donc vos vols doivent être préparés. 2 avions nécessaires, au cas où premier il y a un problème technique. Et on va suivre l'éclipse, et on va être dans l'éclipse, on est resté 13 minutes dans l'ombre du Soleil. Donc ça, c'était un vol extraordinaire. Fait plein d'autres choses sur Concorde, et là, tout le monde, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de vos collègues de travail, Franck, tu as une chance extraordinaire. Tu t'es occupé de Concorde. Rembobine, 4 ans plus tard, Franck, tu vas t'occuper d'un vieil avion. 4 ans plus tard, Franck, tu as eu une chance extraordinaire. Et ça, c'est un message important. Alors, bien sûr, Concorde, ça fait rêver, mais on peut faire rêver, on peut travailler et transformer quasiment n'importe quelle situation en une situation gagnante. On peut partir d'une situation difficile et la transformer en situation intéressante. Après Concorde, on va travailler sur toujours en tant qu'ingénieur, on va créer une filiale de conseil qui va donner du conseil aux autres compagnies aériennes. Alors donc, qu'est-ce que c'est le conseil? On revient en arrière. C'est quoi les grandes techniques d'une compagnie aérienne? Il y en a 5. Premièrement, le programme. Programme, les avions, ça vaut 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pièce. Et vos avions, il faut qu'ils volent. Un avion fait en moyenne, le long courrier, 16 heures de vol en moyenne par jour. 16 heures de vol en moyenne et par jour. 16 heures de vol. Essayez de voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que le reste du temps, l'avion est à l'escale, le reste du temps, l'avion est à la maintenance. 16 heures de vol en moyenne sur toute l'année, 365 jours. C'est-à-dire que vos avions sont en vol en permanence. Ça veut dire que vos avions, il faut les utiliser. Et demain, si vous créez une compagnie aérienne, votre grande problématique, ça va être de faire voler vos avions. Un avion qui est au sol est un avion qui perd de l'argent. Donc un avion, une compagnie aérienne, si vous voulez gagner de l'argent, il faut faire voler l'avion. Et ça, c'est la première partie d'une compagnie aérienne, c'est la capacité à trouver les bonnes destinations pour que votre avion soit quasiment en vol tout le temps. Cette nuit, tous les vols long courriers d'Air France sont en vol. Pendant que vous allez dormir, tous les longs courriers sont en train de revenir de Tokyo, d'aller à New York ou de revenir de Los Angeles. Tous les vols, long courrier volent. Le moyen courrier dort au sol. En moyen courrier, on fait 13 heures de vol en moyenne et par jour. Deuxièmement, il faut vendre des billets d'avion.
Vendre des billets d'avion, une fois que vous avez imaginé ce que vous allez faire, vendre des billets d'avion, c'est le yield management. Un mot barbare. Ça veut dire qu'il faut optimiser les sièges. Il faut vendre tous les sièges. Les sièges, c'est un peu comme cette salle. Aujourd'hui, les sièges qui sont partis vides pour New York, ils sont perdus. Hein. Vous ne pourrez pas vendre demain les sièges qui sont partis vides aujourd'hui. Alors, on ne va pas vendre tous les sièges pas chers. Il faut essayer d'optimiser la recette, de faire en sorte que l'avion va avoir la meilleure recette possible. Et c'est pour ça que si vous avez fait attention dans Internet, vous allez voir que les prix d'avion changent en fonction du jour de la semaine, si vous restez un week-end par un week-end, de façon à ce que l'avion soit plein. Aujourd'hui, les vols sont pleins à 80,8% sur l'ensemble de l'année. Donc on remplit quasiment la totalité des sièges tout au long de l'année. Et ça, c'est un métier extrêmement intéressant, aussi d'ingénieur, l'optimisation de la remplissage de l'avion. Deuxième job, une fois qu'on a fait ça, on a le programme, on a rempli l'avion, il faut faire l'avion, il faut produire le vol. Produire le vol, 3 grands métiers différents. La maintenance, le garage. Certains d'entre vous se passionneront peut-être sur l'entretien des avions. Air France entretient ses avions. On a des grands garages. Imaginez de rentrer un 747 et maintenant un 380 dans un hangar. Imaginez la construction du hangar qu'il vous faut, qu'il faut démonter l'avion, trouver la panne et faire en sorte que l'avion reparte. Et ça, c'est un métier d'ingénieur. On a aujourd'hui, donc, si vous allez à Roissy ou à Orly, les départs d'avions qui sont cadencés par ces passages au garage, entre guillemets, on appelle ça la maintenance, l'entretien des avions. Deuxième métier, on a l'avion qui est en bon état. Il y a 3 métiers techniques. Hein. Le deuxième métier technique, c'est l'utilisation des pilotes et des hôtesses. 4000 pilotes, 14 000 hôtesses. Il n'y a pas une hôtesse, il n'y a pas 2 hôtesses qui ont les mêmes horaires. Imaginez 14 000 emplois du temps, comme vos emplois du temps. Organisez tout le monde. L'avion, tout à l'heure, va se poser à New York. L'avion, il est en train de se poser. Il faut que l'avion, dans 2 heures, il reparte. Ça veut dire qu'à New York, il faut que vous ayez aujourd'hui 12 hôtesses et stewards et des pilotes qui aient dormi, qui soient prêts à l'aéroport, prêts à ramener la machine. La gestion de ce personnel navigant est un problème absolument d'une grande complexité. Hein, ça marche très bien avec 2 pilotes, 3 pilotes. Plus vous montez avec le nombre de pilotes, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué parce qu'il y a plus de possibilités. Et après, il y a toute la régulation. Il est tombé malade. Il est tombé malade, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Les 200 passagers qu'on a à Paris, à New York, on va dire, bah oui, le pilote est malade, on ne repart pas. Vous allez attendre qu'il guérisse? Non, on ne peut pas faire ça. Donc il faut imaginer la régulation. Qu'est-ce que je fais quand un pilote tombe malade? Qu'est-ce que je fais quand il y a une hôtesse qui ne peut pas repartir? Donc toute cette gestion des navigants est le deuxième problème technique. Et le troisième, c'est les fameux problèmes de flight simulator. Il faut bien aller de Paris à Tokyo, il faut bien aller de Paris à Munich, il faut bien aller de Paris à Nice. Et tous ces calculs, ce calcul de route, ces niveaux de vol, les problèmes de calculateurs, tous ces problèmes-là sont confiés aux ingénieurs qui rejoignent la compagnie Air France. Alors, tous ces métiers intéressent d'autres compagnies aériennes, et c'était ça la création d'Air France Consulting, c'est l'utilisation de ces savoir-faire que nous transférons aux autres compagnies aériennes pour faire bénéficier l'ensemble de la communauté aérienne des techniques qui ont été développées. Et le dernier métier, c'était le choix de l'aérien, le choix du médical. Le choix du médical, c'est intéressant, et je vais essayer de le dire avec des mots qualiticiens. La sécurité dans le transport aérien, quand vous avez un accident d'avion, la question que se posent les journaux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est important, ce qu'on appelle le retour d'expérience. Vous ne pourrez corriger votre exploitation qu'en comprenant ce qui s'est passé. Chaque accident, depuis un siècle, ont permis de comprendre des difficultés et de corriger l'organisation de façon à ce que l'accident ne se reproduise pas. Et aujourd'hui, on a un gros problème tous à Air France, c'est qu'on a le Rio-Paris, donc il y a eu disparition d'un avion en plein vol. On est en train d'essayer de faire fonctionner nos ingénieurs pour essayer de comprendre quel a été le scénario catastrophe qui a débouché sur la disparition de l'avion. Et ce qui est intéressant, c'est que de la compréhension de cet accident, on va corriger nos procédures, corriger nos formations, corriger nos avions, de façon que cet accident ne se reproduise plus jamais. Et ça, c'est un métier lié à la sécurité. Alors l'idée, c'était de partir de ce savoir-faire et de dire, mais on pourrait peut-être travailler avec des médecins. Les médecins, complètement différents, les médecins ont une logique plutôt de responsabilité et un petit peu de coupable. Quand on a un accident médical, on dit, mais il y a une faute. Une faute, il faut qu'il y ait des coupables. Non.
Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de coupable. Il y a une organisation qui ne marche pas. Et c'est ça, tout le dialogue que j'ai aujourd'hui avec les médecins, c'est que quand vous avez un dysfonctionnement dans un hôpital, il ne faut pas partir du principe qu'il y a une infirmière ou un médecin qui n'a pas fait correctement. C'est qu'est-ce qui a fait que le système a permis que l'erreur se fasse. Et de corriger le système, et c'est tout le transfert que je fais actuellement avec les différents établissements hospitaliers, qui m'amène cette fois-ci non plus à courir le monde, mais à courir la France, puisqu'on travaille aussi bien à Montpellier, qu'à l'Institut, qu'à Saint-Cloud, qu'à l'ensemble des acteurs du monde médical, qui sont en train de dire, mais comment vous avez fait dans l'aérien? J'imagine que certains d'entre vous ont pris l'avion, et quand vous avez pris l'avion, j'espère que vous n'avez pas eu peur. Et quand on prend l'avion, si on ne veut pas avoir peur, c'est-à-dire que quelqu'un a bien réfléchi. Il y a 3 choses qu'on ne veut pas en aviation. Crash avec le sol, crash en plein vol et perdre un passager en plein vol. Crash en plein vol. Vous imaginez que les ingénieurs ont réfléchi, le pilote il a bien regardé à droite, il a bien regardé à gauche. Derrière tout ça, il y a des radars, il y a des logiques, il y a de la préparation, il y a des discussions. Et ça, c'est confié aux ingénieurs de l'aviation civile. Alors, tous ces métiers très différents sont tous absolument passionnants. Je pourrais en parler de plein d'autres. Donc, ce que j'aurais voulu vous dire cet après-midi, c'est certains d'entre vous savent ce qu'ils veulent faire. Certains d'entre vous peut-être voudront être ingénieurs. Ingénieur, c'est la porte ouverte à plein de métiers différents. Donc c'est ça le grand message. Vous pourrez faire des tas de métiers différents. Différentes méthodes pour y arriver. La faculté, les écoles d'ingénieurs, le terrain. On peut devenir ingénieur par le terrain. On peut devenir ingénieur par la valorisation des acquis de l'expérience. On peut rentrer dans une entreprise et monter dans l'entreprise pour devenir ingénieur par le terrain. On peut changer de carrière. J'ai fait la banque, j'ai fait de l'aérien. Aujourd'hui, je fais un peu de médical. Donc ça, c'est aussi un message intéressant. Vous pouvez transformer vos journées. Je pense que on peut travailler que 35 heures par jour, par semaine. Par jour, ce sera difficile. 35 heures par semaine. Mais si pendant 35 heures, on s'ennuie, 35 heures, c'est très long. D'accord? Ça, c'est un message qu'il ne faudra jamais oublier. 35 heures et s'ennuyer, c'est très long. Alors, il vaut mieux faire 35 heures et s'intéresser à son job. Et quand on s'intéresse à son job, on risque de faire un tout petit peu plus que 35 heures. Donc ça, c'est l'autre partie. Par contre, aller au boulot et dire « je vais m'intéresser à mon boulot et je vais m'amuser », enfin, entre guillemets, c'est-à-dire prendre plaisir à son travail, oui, c'est possible. D'accord? Et je vous souhaite, peut-être certains d'entre vous ne trouveront pas tout de suite, je veux dire, le métier de leur passion, mais il y a plein de métiers passionnants. Le métier d'ingénieur est un métier qui vous ouvre plein de portes, de la banque à l'aérien, à l'hôpital. Tous mes collègues et mes jeunes collègues, il y en a qui travaillent dans les travaux publics, enfin, comme vous avez pu voir, tous les jeunes travaillent dans différents métiers. Il n'y a pas 2 métiers identiques et je ne crois pas qu'il y ait 2 carrières d'ingénieurs identiques. Voilà, j'en ai fini sur la petite présentation.